Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Pédagogique qui sera consacré à Si tu veux pleurer, prends mes yeux, une adaptation du Roi Lear par Antoine Lemaire. Découvrons tout de suite le sommaire. Nous nous intéresserons dans un premier temps à la pièce de Shakespeare, quelques éléments de contexte et des éléments également sur l'intrigue. Puis nous nous intéresserons à l'adaptation d'Antoine Lemaire, Si tu veux pleurer, prends mes yeux. Et nous terminerons enfin par les pistes pédagogiques. Pour des éléments de contexte généraux sur Shakespeare et sur l'esthétique élisabéthaine, je vous renvoie à la minute qui a été tournée autour du spectacle The Scottish Play par Cédric Orin la saison dernière. En ce qui concerne les sources de Shakespeare lorsqu'il écrit le Roi Lear, on peut citer l'Historia Regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth, qui évoque la figure légendaire de Lear, un roi mythique de l'île de Bretagne. Cette histoire est reprise par Raphaël Holinshed dans ses chroniques d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Mais de nombreuses autres sources peuvent être citées, notamment des contes comme l'Arcadie de Philip Sidney, publié dans les années 1580. La particularité du Roi Lear, c'est que la pièce se construit autour de deux intrigues. La première intrigue, c'est celle du Roi Lear qui, au début de la pièce, annonce sa volonté d'abdiquer et de déposer le pouvoir entre les mains de ses trois filles. Pour partager le royaume, le Roi Lear organise un concours d'éloquence lors duquel ses trois filles, Regan, Goneril et Cordelia, vont devoir prouver à leur père à quel point elles l'aiment. Lors de cet épisode, Cordelia, la plus jeune des filles de Lear, refuse de se prêter au jeu des déclarations faussement mielleuses, et elle répond qu'elle aime son père, selon son devoir, ni plus ni moins. Cela provoque la colère de Lear, qui la renie et la bannit par orgueil. Le personnage de Ken, que l'on retrouvera un peu plus tard dans la pièce, subit le même sort que Cordelia, puisqu'il est chassé par Lear. Cordelia, elle, devient l'épouse du roi de France, qui a été ému par son bannissement. Le royaume est donc partagé entre les deux sœurs restantes. Chacun des couples, Goneril, duc d'Albanie, et Regan, duc de Cornouailles, hérite d'un territoire d'Angleterre. À ce moment-là, un arrangement est conclu. Lear ira vivre un mois chez sa fille Regan et l'autre mois chez sa fille Goneril. Sauf qu'au bout de quelques temps, Goneril est exaspérée par le comportement de son père qui vit chez elle avec 100 hommes de sa garde. Elle dira d'ailleurs « De jour et de nuit, il me crée des ennuis ». La deuxième intrigue de la pièce est construite en miroir avec la première. Edmond, bâtard du comte de Gloucester, fomente une intrigue pour disqualifier Edgar, le fils légitime, pour obtenir à sa place l'héritage de son père. Edgar est banni, il prend les habits d'un mendiant et s'en va errant dans la lande. Il va chercher, à partir de là, à dessiller son père au sujet de la trahison d'Edmond. De son côté, Lear se rend vite compte que les tendres promesses de ses filles ne sont que poudre aux yeux. Elle l'oblige en effet à réduire son train de vie et n'hésite pas à se moquer cruellement de sa sénilité. Lear prend alors la fuite et il va errer dans la lande avec son fou comme Edgar. C'est alors qu'éclate un orage qui n'est pas sans rappeler la tempête qui agite l'esprit du monarque et qui va le faire sombrer dans la folie. Pendant ce temps, Goneril et Regan se déchirent pour avoir le pouvoir et les faveurs d'Edmond. Elles torturent Gloucester pour savoir où est leur père et elles l'abandonnent dans la lande. Il est alors recueilli par son propre fils Edgar, toujours déguisé en mendiant. À la fin de la pièce, Lear et sa fille Cordelia finissent par se retrouver lorsque Cordelia débarque avec le roi de France sur les côtes anglaises. La bataille éclate alors entre Anglais et Français. Lear et Cordelia sont faits prisonniers. Tout se précipite au moment du dénouement. On annonce la mort de Goneril et de Regan, la première a empoisonné l'autre qui s'est poignardée. Edmond et Edgar, les fils de Gloucester, se battent en duel. Edgar en sort vainqueur, mais avoue, avant de succomber, qu'il a ordonné la mort de Cordelia. Comme on peut le constater, l'intrigue secondaire vient compléter l'intrigue principale. Elles s'unissent finalement puisqu'on nous raconte l'histoire de deux pères qui, parallèlement, vont être punis par leurs propres enfants. L'intrigue secondaire vient donc éclairer et amplifier les thèmes de la douleur, de l'ingratitude, de la déraison et de la cruauté déjà présents dans la première intrigue. Je vous propose maintenant quelques clés de lecture pour aborder la pièce avec vos élèves. Tout d'abord, la thématique de la folie, qui est un chemin d'accès vers la vérité. On le voit à travers la traversée de la lande par Lear, qui est un véritable voyage initiatique. Il est en effet accompagné de son fou, d'Edgar déguisé en mendiant donc. Le roi, à ce moment-là, retombe dans un état proche de l'enfance, proche de la sauvagerie. Il déchire ses vêtements en disant à Edgar qu'il prend pour un philosophe. « Toi, tu es la chose naturelle elle-même, l'homme sans accessoires n'est rien de plus que le pauvre animal, nu et fourchu que tu es. Abat, abat chose d'emprunt, allons, faisons sauter les boutons. » Autre thématique intéressante, celle de la famille. On constate au départ une unité de façade, une unité illusoire. En effet, Goneril et Regan jouent le jeu de l'amour filial, tandis que Cordelia, qui est la seule d'être sincère, s'oppose à cette unité-là.
De même, du côté du comte de Gloucester, on constate la trahison de son fils Edmond qui fomente la mort de son frère. On a donc, en somme, deux familles en état de crise. Ce qui peut être intéressant enfin, c'est de voir le lien entre le politique et le cercle de l'intime. Bien qu'il soit question de l'abdication d'un roi, nous ne sommes pas ici dans un drame historique ou politique, mais bien face à une fable sur le pouvoir, sur le désir de pouvoir et sur ce que ce pouvoir peut réveiller de vil chez les personnages. Antoine Lemaire crée en 1997 la compagnie Tech à Cambrai. Il signe avec cette compagnie plusieurs mises en scène, notamment Croisade de Michel Azama, Gric et Décadence de Steven Berkoff, Les Quatre Jumelles de Copy, Titus Andronicus de Shakespeare, Purifié et Anéanti de Sarah Kane et enfin Don Juan. En 2003, il crée le Labo, un centre de formation et de recherche sur le jeu de l'acteur. Il publie à la même époque un livre sur la pédagogie en direction des amateurs qui s'appelle Opposition. Antoine Lemaire développe un langage dramatique singulier. Il utilise en effet de différentes façons la vidéo sur le plateau. La fusion du théâtre et de la vidéo, outre le fait d'ouvrir vers de nouveaux espaces, permet un jeu constant sur le réel, le virtuel et interroge également les codes de la représentation. En 2008, il se lance dans l'écriture et la mise en scène de spectacles autour de la confession intime. Le premier volet, Vivre sans but transcendant est devenu possible, est primé au festival Les Eurotopiques et repris en 2011 sous la forme d'un diptyque avec Vivre est devenu difficile mais souhaitable. En 2009, il écrit le deuxième volet, L'Instant T, véritable autopsie d'un couple de quarantenaires qui cherchent l'instant où leur couple est mort. Le troisième volet, Tenderness, écrit en 2010, s'inspire du roman L'amant de Lady Chatterley. En 2013, il met en scène Adolphe, une adaptation du roman de Benjamin Constant. Antoine Lemaire écrit également pour les autres, notamment avec Mes amours au loin, créé par la compagnie La Fabrique dans une mise en scène d'Aude Denis. Avec Si tu veux pleurer, prends mes yeux, c'est la première fois qu'Antoine Lemaire s'empare d'un matériau théâtral pour l'adapter. Première chose à savoir au sujet de cette adaptation, c'est que la place du texte de Shakespeare a évolué tout au long de la création. En effet, Antoine Lemaire s'est orienté progressivement vers une totale réécriture de la pièce, en ne conservant que quelques passages, notamment la scène de la déclaration d'amour des trois filles à leur père. Il s'oriente donc vers une réécriture sur un mode contemporain pour voir finalement comment la pièce peut nous parler aujourd'hui. Au sujet du spectacle, Antoine Lemaire parle d'une version scorsésienne du roi Lear. Lear n'est plus un vieillard dont les forces déclinent, mais c'est un homme dans la force de l'âge qui renonce son pouvoir sur un coup de tête. Cette erreur de départ intéresse fortement Antoine Lemaire puisqu'elle va précipiter la chute du roi et causer la perte de tout le monde, mais également elle va être la voie d'accès vers le parcours initiatique du roi Lear. Cette adaptation révèle le monde des apparences dans lequel évolue le roi Lear. Ce personnage, interprété par Antoine Lemaire lui-même, est un enfant roi, un enfant gâté, excessif, monstrueux, très autoritaire et qui se met dans des colères noires, à la fois source de terreur pour le spectateur, mais également de comique. C'est pour lui une pièce sur le passage des générations et paradoxalement une pièce optimiste, car selon Antoine Lemaire, la génération qui suivra celle que nous voyons sur le plateau sera pire encore. Dès les premières étapes de création, Antoine Lemaire a souhaité travailler en étroite collaboration avec un musicien qui crée la musique en direct sur le plateau. Il a également souhaité un jeu dynamique, explosif, frontal. Pour en savoir plus sur ces étapes de travail, je vous renvoie au blog de La Rose des Vents sur lequel vous trouverez 4 documents qui font le point sur l'évolution des étapes de création. Ce spectacle est placé sous le signe de l'excès et de l'hyperbole. Les colères de Lear, la cruauté des sœurs, les complots amènent à la violence. Antoine Lemaire mêle vidéo, musique et le jeu avec la matière, notamment le sang, pour réinventer un Lear à l'esthétique réellement baroque. Spectacle marqué également par la pluridisciplinarité puisqu'on retrouve la musique de Guy Kiansen avec la chanteuse Anne Leplat. La musique a une place importante dans la pièce, elle vient souligner l'intrigue, elle sert également d'intermède. La pièce s'ouvre d'ailleurs sur une reprise disco d'une chanson d'Hélène Ségara, « Il y a trop de gens qui t'aiment ». Fidèle à son esthétique, Antoine Lemaire utilise là encore la vidéo, projetée sur différents supports, que ce soit un écran de tulle ou un écran constitué de fines lanières. On retrouve plusieurs natures d'images, des images filmées en direct et des images enregistrées. La vidéo est traitée comme une matière plastique, c'est-à-dire avec des filtres, notamment lors de la scène de la lande, où Lear apparaît comme un véritable fantôme. La scénographie se caractérise également par un espace scénique qui joue sur la profondeur du plateau, délimité par différents écrans. Le jeu des acteurs est frontal, physique, comme je vous l'ai dit, et il oscille constamment entre l'incarnation et la distanciation. On remarque une prise de distance par rapport à un traitement purement réaliste de l'intrigue et des personnages.
Les comédiens manipulent les praticables, filment, leur jeu dépasse donc le simple cadre du plateau. Antoine Lemaire met en valeur, comme il le dit lui-même, la déliaison entre l'acteur et le personnage, révélant ainsi les artifices de la représentation. Dernière information, quant au parti pris de mise en scène, le personnage de Cordélia est joué par un danseur, Cyril Vialon, dont le corps tout en muscles pose d'entrée la jeune fille comme différente de ses deux sœurs. Comme il est de coutume, j'ai organisé les pistes pédagogiques en 2 temps, avant et après la représentation. La première piste est une entrée culturelle dans le spectacle à travers une recherche sur le théâtre élisabétain, notamment sur l'esthétique du mélange des registres, des niveaux de langue et également la multiplication des lieux que l'on retrouvera dans le spectacle d'Antoine Lemaire. Pour travailler sur ces différents points, je vous renvoie aux références pédagogiques. Pour découvrir la pièce avec vos élèves, je vous conseille de leur faire réaliser un schéma à partir d'un résumé permettant de mettre en valeur la double intrigue, même si dans la mise en scène d'Antoine Lemaire, cette double intrigue est extrêmement limpide. Le même travail de préparation pourra être réalisé à partir de la liste des personnages pour distinguer les 2 camps, la famille de Lear et celle de Gloucester. Les clés de lecture que j'ai évoquées pourront également donner lieu à un travail sur les grandes thématiques qui traversent la pièce, les générations, la cruauté, la cécité pour mieux voir finalement, et le travestissement qui est un des signes caractéristiques du théâtre élisabétain. Pour créer un horizon d'attente, on peut envisager un travail d'écriture autour de la scène de la déclaration d'amour des 3 filles au roi Lear, qui est en fait une épreuve qu'on peut retrouver dans les contes comme Peau d'âne, avec la robe couleur de soleil, couleur de lune et couleur de temps. Les élèves pourront confronter leur production avec cette scène dans la pièce d'Antoine Lemaire. Pour préparer le spectacle, je vous propose 2 pistes de travail pratique. Tout d'abord, un travail sur différentes scènes que j'ai sélectionnées et que vous pourrez retrouver dans les références pédagogiques. Le partage du royaume, la scène du repas chez Goneril ou encore la scène où Edgar et Gloucester sont perdus dans la lande. Deuxième piste pour le travail pratique, un échauffement et des exercices proposés dans un dossier pédagogique réalisé par le TNP pour la mise en scène de Christian Scaretti. Pour exploiter le spectacle après la représentation, vous pourrez travailler autour de la réécriture de l'adaptation. En complétant le travail de recherche sur le théâtre élisabétain, vous pourrez voir dans quelle mesure il y a un héritage de cette esthétique dans la mise en scène d'Antoine Lemaire, notamment à travers l'esthétique du mélange dont j'ai parlé, la question des registres, puisque c'est une tragédie et vous verrez qu'on rit beaucoup dans la mise en scène. On rit des excès, des décalages, le tweet du roi Lear par exemple, des références à notre époque, puisque Gaudril écrit « Reagan m'a tué ». ER. Le rire, ainsi, on pourra interroger les élèves, si le rire peut être instrument du tragique. Il peut être intéressant d'aborder la question de la multiplication des lieux, comment, à l'époque de Shakespeare, faisait-on comprendre aux spectateurs que l'on changeait de lieu, et comment Antoine Lemaire aborde cette problématique dans sa mise en scène. Ce spectacle peut être l'occasion de travailler avec vos élèves les notions de distanciation et d'identification, qui sont 2 façons radicalement différentes d'envisager le jeu du comédien. Pour cela, je vous renvoie à un texte de Brecht et à une synthèse sur cette question. Vous les trouverez dans les références pédagogiques. Autre axe de travail, c'est la scénographie, bien entendu, extrêmement intéressante du point de vue de l'utilisation de la vidéo, quel contenu, quel support de projection, quelle fonction surtout. De même pour la musique, qui crée une ambiance, les chansons, la musique de fond, les intermèdes, autant d'éléments à questionner avec vos élèves. Vous pourrez également interroger avec eux la transposition contemporaine de la pièce de Shakespeare et chercher dans la pièce, dans la mise en scène d'Antoine Lemaire, quels sont les éléments qui ramènent le texte de Shakespeare à notre époque. Pour faire la synthèse et prolonger la réflexion, vous pourrez créer la fiche du spectacle avec vos élèves à partir des différents éléments que vous aurez évoqués. Vous pourrez également comparer le travail d'Antoine Lemaire avec d'autres mises en scène et distinguer les différentes orientations, notamment la fidélité historique ou la transposition, le traitement également du personnage de Lear. Pour cela, je vous renvoie à un travail très complet réalisé par ma collègue missionnée à la Rose des Vents. Vous pourrez voir Si tu veux pleurer, prends mes yeux au Phénix les 12 et 13 février prochains. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro.